passer. Ah, je crois qu'en fait, il faudrait peut-être que je recommence. Pardon aux auditeurs, on a eu j'ai un départ un petit peu précipité. Donc, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série 2021 Philosophers, dont le but est de faire connaître des penseurs en langue française qui renouvellent la pensée et la pratique philosophique au XXIe siècle. Dans cette série, je souhaite montrer que la philosophie ne se limite pas aux commentaires des maîtres passés et qu'elle se déplace dans des lieux non académiques tels que l'hôpital, le théâtre ou la radio, et bien d'autres lieux encore. Ce renouveau philosophique ne vient pas seulement de l'intérêt pour des questions contemporaines, comme l'écologie, les identités culturelles ou les politiques sécuritaires. Il concerne aussi bien des questions moins sociales, comme la relecture de la philosophie antique ou la science ou les passions des sujets qui ont été discutés par mes précédents interlocuteurs. Aujourd'hui, je suis heureux de recevoir Isabelle Queval, qui s'est intéressée au sport, un domaine très peu étudié par les philosophes. Elle a été elle-même une sportive de haut niveau, une championne de tennis, et sa pratique l'a conduite à une réflexion sur le corps, sur le sens de l'effort physique et plus généralement sur les forces et les vulnérabilités humaines. Elle a consacré sa thèse à une histoire philosophique de la notion de dépassement de soi et ses travaux portent depuis déjà un certain nombre d'années sur la philosophie du corps et de la santé, ses performances et ses déficiences. Elle est l'auteur, entre autres, de S'accomplir ou se dépasser, essai sur le sport contemporain, paru en 2004 chez Gallimard, Le corps aujourd'hui, toujours chez Gallimard, en 2008, et puis en 2009, le sport, petit abécédaire philosophique chez Larousse, et plus récemment, en 2016, Philosophie de l'effort. Isabelle est professeure des universités en sciences de l'éducation à l'INS-HEA, l'Institut national supérieur du handicap et des enseignements adaptés, où elle est responsable du séminaire de recherche Altérité et société inclusive et de la chaire Handicap, Éducation et numérique. Nous allons l'écouter pendant 30-40 minutes et vous pourrez lui poser des questions à travers le question-réponse au bas de votre écran à droite. Cette séance est enregistrée et sera éditée sur notre chaîne YouTube. Isabelle, bienvenue à la Maison française de NYU. Merci beaucoup François, bonsoir et bonjour donc à toutes et tous. Je vais commencer donc ici mon exposé en expliquant en introduction ce que j'appelle la révolution du corps. Alors, cette révolution s'opère selon 3 plans. Premièrement, une mutation anthropologique. Deuxièmement, la production de soi. Et troisièmement, dans, on va dire, une articulation entre les normes et les processus de subjectivation. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une mutation anthropologique ? Eh bien, son premier marqueur à cette mutation, c'est l'allongement de l'espérance de vie dans les pays occidentaux, les pays industrialisés, auxquels d'ailleurs se limitera mon propos. Cet allongement de l'espérance de vie, c'est le fait de pouvoir se projeter dans l'existence jusqu'à 80, 90 ans, voire 100 ans, dans un corps qui, de plus, est beaucoup plus confortable que par le passé. Autrefois, si on observe ou si on lit les témoignages des auteurs, des penseurs, des philosophes, des écrivains, on voit que très souvent, ils écrivent à partir d'un corps qui est souffrant, qui est douloureux, qui est malade. On comprend bien de ce point de vue-là que le corps ne puisse être quelque chose en quoi miser, en quoi investir, en quoi croire, et que par là, évidemment, la raison inspire beaucoup plus de confiance parce que les valeurs de la raison, les trouvailles de la raison, les engagements de la raison apparaissent plus pérennes, apparaissent plus fiables. Cette mutation anthropologique, elle intervient dans un contexte bien particulier, qui est celui de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle,
où on a observé un phénomène que certains, comme le philosophe Marcel Gauchet, par exemple, ont appelé le recul des grandes transcendances, c'est-à-dire le recul, l'effacement progressif de ces grandes idéologies politiques et religieuses qui, autrefois, structuraient la vie des individus, on va dire dès la naissance quasiment, par un apparentement à des valeurs qui étaient collectives, à des valeurs qui étaient celles du groupe, à des valeurs vers lesquelles il fallait en quelque sorte se hausser, auxquelles il fallait s'ajuster. Le recul de ces grandes idéologies dès la deuxième partie du XXe siècle, c'est-à-dire les idéologies politiques, le communisme, les idéologies religieuses, le christianisme, d'autres mouvements de groupe comme le syndicalisme par exemple, et puis encore d'autres idéologies politiques fascistes ou autres qui ont marqué le XXe siècle, a eu pour premier effet de centrer sur l'individu l'établissement des valeurs. C'est-à-dire que l'individu ne se structure plus à partir du collectif, il se structure à partir de lui-même et il essaye en fait d'ajuster à lui-même les valeurs de la société, de se les approprier pour être en quelque sorte l'auteur de son propre destin. C'est ce qu'on appelle l'individualisme, non pas au sens courant ou commun de l'égoïsme, par exemple, mais l'individualisme au sens où je me pense comme un être au monde à partir de l'individu que je suis. Corollairement à cet individualisme, eh bien, l'effet de ce recul des transcendances, le fait qu'on ait perdu en quelque sorte les ailleurs ou les au-delà qu'on avait au travers de ces grandes idéologies, eh bien, a eu pour effet l'essor de ce qu'on peut appeler le matérialisme. Pas le matérialisme au sens strictement philosophique du terme, mais le matérialisme au sens de cette société de consommation qu'on connaît bien, qu'on a vu en plein essor à partir des années 1960-1970, de cette société de consommation qui nous dit que finalement, il vaut beaucoup mieux miser dans notre existence sur le ici et maintenant, et que finalement, le bonheur est un bien quasi matériel, quelque chose qu'il faut travailler de son vivant et finalement qu'on peut espérer également obtenir de son vivant. À cet individualisme, à ce matérialisme comme issue de ce phénomène au fond marquant l'histoire des idées, s'est adjoint un troisième phénomène qui est l'essor absolument remarquable du progrès médical sur la même période. Le progrès médical, depuis la fin du XXe siècle, a fait des bonds dans de très nombreux domaines, des avancées spectaculaires. Et ces avancées spectaculaires, évidemment, ont donné au corps, à l'espérance de vie, une dimension tout à fait particulière, puisque, encore une fois, se projeter dans une espérance de vie à 80 ans, voire à 90 ans, ça n'est pas du tout la même chose que de se projeter dans une espérance de vie à 40 ou à 50 ans. Alors, pour comparer les choses, des choses assez difficilement comparables, mais pour donner des chiffres, au milieu du XVIIIe siècle, du fait de la mortalité infantile, l'espérance de vie est de 25 ans. Donc, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est évidemment un espoir qui touche à la santé, au recul de la mort, mais c'est aussi des modifications dans tous les aspects de l'existence. Et c'est pour ça que ça s'appelle une mutation anthropologique, c'est-à-dire que la vie professionnelle, la vie affective, la vie amoureuse, la vie amicale, toutes ces vies que nous menons finalement dans une même existence se sont vues donner des perspectives nouvelles de par cette espérance de vie considérablement rallongée. Alors, je vais revenir dessus tout à l'heure dans un autre volet de mon propos. On peut simplement dire que nous voyons à l'écran finalement deux personnes âgées, l'une de l'Antiquité
évidemment sur le tableau en haut à droite qui représente Platon, et puis une autre personne pratiquante sportive à gauche qui représente finalement aussi deux considérations du corps et de la représentation de la vieillesse à notre époque. Alors, c'est le premier point. C'est un phénomène marquant qui amène donc au point numéro 2, à savoir ce formidable élan et cet espoir porté dans le corps du fait de l'amélioration de la santé, de l'espérance de vie, amène deux choses. La première, c'est une centration de l'identité contemporaine sur le corps. Voilà. Le corps, finalement, est devenu quelque chose, un lieu dans lequel on pouvait investir, ce qui n'était pas le cas autrefois et dans toute l'histoire de l'humanité. Et la deuxième chose, c'est que tout ceci permet d'entretenir l'espoir ou le fantasme d'une production du corps, d'une production de soi. Voilà. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons des outils techniques, médicaux, pharmacologiques, chimiques, cosmétiques, sportifs, de toute nature, qui permettent de travailler le corps sous tous ses aspects de santé, d'apparence, de jeunesse, de dynamisme, de forme, etc., de la naissance à la vieillesse et à la mort, en entretenant cet espoir que nous soyons producteurs de nous-mêmes, auteurs de nous-mêmes. Alors, pourquoi je dis que la centration de l'identité contemporaine se fait sur le corps? Eh bien, parce que si effectivement nous sommes dans l'ici et maintenant, si effectivement nous devons trouver notre bonheur et le sens de notre existence dans cette vie terrestre, dans l'ici et maintenant, eh bien, la santé apparaît évidemment comme une valeur cardinale de ce projet. Être en bonne santé, le demeurer, le rester le plus longtemps possible, repousser la vieillesse, apparaît évidemment comme une valeur cardinale dans ce projet. Le corps est aujourd'hui le lieu de l'identité telle qu'elle se constitue autour de cet espoir de la vie longue et de la vie bonne parce que longue. Alors, le troisième point que je souhaiterais développer ici, c'est comment fonctionne au fond l'appropriation de cet objectif. Eh bien, cela fonctionne par une articulation entre des normes qui peuvent paraître extérieures au sujet, c'est-à-dire effectivement des injonctions qui sont des injonctions sociales, des injonctions du discours, des injonctions politiques aussi, à savoir vous devez être en bonne santé. Les injonctions, on les retrouve dans ces leitmotivs qui traversent le discours, qui traversent la publicité, manger, bouger, ou tout simplement l'injonction bouger. Bon. Alors autour de cela, il y a bien sûr l'impératif de santé, mais il y a aussi un impératif d'apparence, de beauté, de jeunesse, de dynamisme. Toutes ces normes peuvent sembler finalement un peu aliénantes et comme un diktat qui s'impose aux individus. En réalité, je pense que c'est plus complexe que cela parce que dans cette préoccupation de chacun pour son existence, pour sa longévité, pour sa vie et pour sa mort, il y a évidemment un souci premier, un souci de soi au sens antique du terme, qui fait que ces normes sont en réalité appropriées par le sujet. Voilà. Le sujet subjective ces normes et les fait siennes de telle manière qu'il a le sentiment de mener son projet d'existence et de se projeter de cette façon vers la vie bonne telle qu'il l'entend lui. Voilà. Après tout, effectivement, ces normes sont contraignantes, hein, ne pas trop manger, ne pas trop boire d'alcool, ne pas fumer, etc. Mais en même temps, c'est bien de mon existence dont il s'agit et de la possibilité pour moi de vivre plus longtemps et en meilleure et en bonne santé si possible.
Alors, parce que ces éléments-là sont inédits sous cette forme, je les ai regroupés sous cette appellation de révolution du corps. Alors, dans un deuxième temps, toujours pour cadrer un propos à partir duquel, tout de suite après, on va voir par des illustrations comment se manifestent ces nouveaux questionnements par rapport au corps. Voici une deuxième étape, au fond, du cadrage de la contextualisation philosophique et historique, rationaliser l'humain, les avatars de l'idée de perfectibilité ou du mythe de Prométhée à la médecine prométhéenne. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée clé ici, c'est l'idée de perfectibilité. Cette idée qui est posée par Rousseau au milieu du XVIIIe siècle comme l'une des deux qualités avec la pitié qui différencie l'homme de l'animal, cette perfectibilité qui apparaît donc comme le propre de l'humain, nous paraît aujourd'hui une idée tout à fait familière, banale. On a entendu 1000 fois qu'on était perfectible dans plein de choses. En réalité, quand elle apparaît au milieu du XVIIIe siècle, c'est une idée subversive. Voilà. Et cette idée subversive, elle va produire un héritage qui, jusqu'à nous, continue d'influencer un certain nombre de pratiques et de représentations que nous avons, et du corps et de la performance. Alors, pourquoi est-elle subversive? C'est une idée qui est subversive, la perfectibilité, à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau philosophique et théologique, dans le sens où la perfectibilité s'oppose à l'idée de perfection. Voilà. Jusqu'alors, on avait pensé, on avait représenté l'homme, notamment dans la peinture ou dans la sculpture, avec un certain nombre de perfections, un certain nombre d'équilibres, une certaine symétrie à la fois réelle et symbolique. Et on concevait que l'homme créé à l'image de Dieu ne puisse pas être finalement un être bâclé, un être inachevé, un être à parfaire, et qu'il avait donc au fond en lui cette image de la perfection qui le caractérisait. Dire que l'homme est perfectible, c'est introduire une valeur d'inachèvement, d'incomplétude, d'imperfection dans l'être humain, et donc introduire l'idée d'un processus qui serait d'améliorer, de parfaire, de compléter ce que Dieu et la nature ont déjà fait. Voilà. Et donc là, il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui s'ouvre vers l'infini, alors que jusque-là, c'est-à-dire jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, la valeur clé, c'est la valeur du fini de la nature et du fini de l'univers. S'ouvre là quelque chose de l'ordre de l'infini qui amorce un processus qui va caractériser le XVIIIe siècle, le XIXe, et puis jusqu'à nous. Le deuxième niveau par lequel cette idée de perfectibilité est subversive, c'est le niveau social et politique. Parce que si tout être est perfectible, ça suppose qu'il a une capacité de transformation dans son existence qui peut lui permettre de traverser des strates sociales qui, à l'époque, en pleine monarchie, étaient des strates réputées infranchissables ou quasi infranchissables. Le roi était roi de droit divin, mais introduire l'idée de perfectibilité, c'est introduire l'idée du mouvement social possible, voilà, de la traversée sociale, de l'amélioration des êtres, de la possibilité pour quelqu'un finalement de se perfectionner, de s'éduquer, de se transformer tout au long de son existence. Et donc, même si Rousseau va être l'un des seuls, et on va le voir dans un instant, à dire que la perfectibilité, c'est une capacité à se transformer autant vers le mieux que vers le pire,
ce qu'on retient là, c'est que cette capacité de transformation, eh bien, elle est aussi une capacité de transformation de la société elle-même. C'est en cela que cette idée porte les germes de ce qui suivra, c'est-à-dire à la fin du siècle, la Révolution française, cette idée qu'une transformation des actions humaines, des identités humaines, des statuts des individus est possible au travers de cette perfectibilité. Le troisième niveau par lequel cette idée est subversive, c'est le niveau épistémologique et pédagogique, à savoir que quel est l'outil de la perfectibilité? C'est l'éducation. C'est l'éducation, c'est par l'éducation que la perfectibilité peut être effective. Voilà. Donc, l'éducation, c'est l'outil de la perfectibilité. Le XVIIIe siècle, surtout dans sa deuxième partie, va être le siècle des éducateurs, le siècle des salons où se réunissent des personnalités qui réfléchissent non pas seulement à l'éducation intellectuelle des individus, mais aussi à l'éducation physique. L'expression éducation physique apparaît au milieu du siècle, et ça n'est pas pour rien, hein, c'est qu'on réfléchit en termes d'amélioration du potentiel humain sous tous ses aspects. Alors, pour dire les choses un petit peu vite, cette idée de perfectibilité, avec ce qu'elle introduit d'importance portée à la transformation des individus et à la question de l'amélioration de l'humain, introduit à ce qu'on va appeler au XIXe siècle les sciences humaines, c'est-à-dire anthropologie, sociologie, psychologie, criminologie, ethnologie, toutes ces disciplines, on va dire, associées à leur pendant métrique, anthropométrie, sociométrie, psychométrie, ethnométrie, etc. Il va s'agir de comprendre l'être humain par les sciences humaines, donc, et de voir comment il est améliorable, c'est-à-dire perfectible, à la fois à titre individuel et à la fois à titre collectif, c'est-à-dire l'amélioration de l'espèce. Voilà. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui le culte de la performance, au fond, naît de cette idée qu'un processus supposé infini s'est initié dans la philosophie des Lumières, bon, sur lequel on peut revenir dans plein de domaines, mais ce processus, c'est celui de l'amélioration de l'humain par l'éducation, par les sciences et les techniques, par un certain nombre d'efforts, de dispositifs, de transformation de lui-même qui l'amènent à être ce qu'il est aujourd'hui. Alors, j'ai fait un petit schéma en dessous sur lequel je ne vais pas m'attarder trop, mais qui est censé représenter comment fonctionnent donc à l'époque ces sciences humaines et au fond, comment elles continuent de fonctionner aujourd'hui. C'est un processus qui est facile à comprendre. On cherche à connaître pour savoir comment on va améliorer l'être humain. Pour ce faire, on va se donner des outils pour rationaliser la connaissance. On va, une fois que ces outils auront été opérants, établir des classifications. Et une fois qu'on aura ces classifications, on mettra en œuvre des politiques, des dispositifs qu'on peut appeler des dispositifs de normalisation. Quand on aura mis en place ces dispositifs, on aura produit de nouvelles connaissances et le cycle pourra reprendre. Alors, pourquoi je mets en avant ce cycle? Parce qu'il est vraiment représentatif de comment vont fonctionner les sciences humaines à partir de ce projet de rationalisation. Il faut connaître pour améliorer. Pour ce faire, trouver des outils pour rationaliser, ensuite établir des classifications et finalement opérer sur ces catégories un certain nombre d'actions, de politiques qui permettront de produire de nouvelles connaissances. Alors, à l'issue de ce processus qu'on peut prendre à n'importe quel endroit et qui finalement
fonctionne toujours de la même manière. Il y a au fond deux sorties, je dirais, du processus. Il y a celle que Michel Foucault a magistralement mise en évidence, c'est-à-dire que finalement, connaître, rationaliser, classifier, normaliser peut très bien aboutir à discriminer et à exclure, puisqu'on va scinder des catégories d'individus les uns par rapport aux autres. Il y a une autre sortie du cycle qui est par exemple mise en évidence par Marcel Gauchet, Gladys Swain dans leurs travaux sur la folie, sur la santé mentale, qui est que une fois qu'on a normalisé, on est en mesure de toucher, d'accéder aux individus et d'une certaine manière de les inclure dans une société qui va leur permettre de s'améliorer ou de se soigner. C'est une autre sortie de ce cycle-là. Mais il est caractéristique de ce moment où on a pris conscience, et c'est vraiment ça l'important à mes yeux, qu'à partir de la pensée de Rousseau, car il est au fond l'un des seuls à l'avoir dit, quelque chose bougeait dans la représentation de l'être humain qui amène soit vers le mieux, soit vers le pire. Et ça, ces contemporains l'ont un petit peu masqué en insistant surtout à la fin du siècle et au début du 19e sur les aspects progrès de la perfectibilité, en méconnaissant que Rousseau avait dit qu'il y avait aussi le pire qui était sous-jacent. Et c'est la raison pour laquelle, au 19e siècle, les sciences humaines se déploient dans un contexte finalement en miroir, où d'un côté, on vise l'amélioration, et où de l'autre, on a peur de la dégénérescence. Voilà. Et c'est au fond cette peur de la dégénérescence qui va accroître ce souci de classifier, de hiérarchiser, de classifier aussi les races, par exemple, pour les hiérarchiser, etc., et qui aboutira à la fin du 19e siècle à un certain nombre de dérives anthropologiques dans la considération des races notamment. Alors, toujours issu de ce processus, on a finalement 3 mouvements qui se dessinent. C'est vraiment un processus qui, à mon sens, a une continuité. On a 3 mouvements qui se dessinent. Ce qu'on observe aujourd'hui, médicalisation de l'existence, ça signifie hyper-rationalisation de la médecine, volonté également d'hyper-rationaliser l'existence, et volonté, au fond, de faire confiance à une médecine prométhéenne, c'est-à-dire une médecine qui aurait réponse à l'ensemble des questionnements et des difficultés de l'existence. Et en parallèle de cela, un effacement du sujet qui est observé notamment dans le milieu du soin, qui est observé dans le milieu médical. Évidemment, le souci de rationaliser pour améliorer a conduit à ce que le corps, à ce que l'individu soit au fond, dans certaines circonstances, devenu des objets, et évidemment, devenu des objets, le sujet s'est effacé, c'est-à-dire la personne, en particulier dans le domaine de la santé, dans le domaine du soin. Deuxième effet, évidemment très proche du premier, la réification du corps. Ce corps a besoin, au XIXe siècle, d'être complètement objectivé pour être connu. On a pratiqué de manière massive l'autopsie, la dissection. Certains médecins en ont pratiqué jusqu'à 30 000 dans leur carrière. Donc, on a besoin que ce corps soit ouvert. Il y avait encore beaucoup de mystères sur le corps interne en médecine. Donc, ce corps est devenu un objet dans une société aujourd'hui où, très paradoxalement, est montée la psychologisation des conduites, c'est-à-dire que ce que nous faisons est de plus en plus expliqué et justifié par le côté psy des choses, par le côté psychologique des choses, y compris quand on parle aujourd'hui dans certains milieux sportifs, par exemple, du corps. Voilà. Donc il y a cette espèce de bipolarité, mais qui n'est pas contradictoire, entre une volonté de rationaliser, donc de réifier, et d'autre côté, la montée d'une revendication du sens intime et de la reconnaissance du psychologique dans nos conduites individuelles. Un des exemples de ce phénomène, c'est quand aujourd'hui,
on parle, notamment dans le domaine des neurosciences, on parle évidemment du cerveau. Voilà. Et on cherche dans le cerveau, de manière physique, matérielle, l'origine de l'ensemble de nos conduites. Bon. L'origine aussi de choses qui pouvaient autrefois sembler mystérieuses, c'est-à-dire la créativité, la compassion, le désir, l'imagination, la mémoire. Tout ça, aujourd'hui, trouve une espèce de localisation dans des aires cérébrales. C'était un vieux fantasme scientifique et c'est aujourd'hui en train de devenir une réalité qui consacre ce que j'appelle l'aplatissement de l'âme sur le corps. Voilà. Non seulement il n'y a plus que du corps, mais en plus le corps est de plus en plus considéré comme une chose. Et puis, toujours dans la continuité, là, je prends un exemple plus précis, plus fermé d'une certaine manière, qui est l'exemple sportif. Pourquoi je prends cet exemple sportif? Parce que, particulièrement dans le domaine de la haute performance, les paramètres de cette activité sont tellement optimisés, extrémisés, extrapolés, poussés vraiment dans les dernières limites, que ça nous dit des choses intéressantes sur notre société. Et en particulier, ça nous dit des choses intéressantes sur la thématique de l'amélioration de l'humain. Et donc, pourquoi je choisis d'étudier cette petite sphère qu'est le sport avec ces deux volets, c'est-à-dire le sport de haut niveau en particulier, mais aussi un aspect du sport de masse que j'appelle la sportivisation des mœurs et des corps, parce que de ce point de vue-là, il me semble que ce sport, en particulier le sport de niveau, est une éprouvette du social. Voilà. Et qu'on va y voir se déployer sans beaucoup de limites, voilà. Alors qu'ailleurs dans la société, il y a des limites, des contre-discours, des alternatives, mais dans le sport de niveau, il y a beaucoup de domaines dans lesquels il n'y a aucun contre-discours. Et donc, on voit se déployer des tendances de notre société qui sont en quelque sorte voilà, catalysées dans cette petite sphère et qui, à mes yeux, sont intéressantes à étudier. Alors, c'est ce que je vais à présent montrer donc à l'écran par une succession de questionnements. Donc, le sport de haut niveau peut apparaître comme le laboratoire expérimental du dépassement de soi humain. Il est dans une recherche d'optimisation maximale de la performance et en particulier dans le sport de haut niveau, il n'y a aucun de ces contre-discours qui sont apparus dans la société dès les années 1990 sur les dangers du culte de la performance. Voilà. À l'école, dans l'entreprise, dans le monde du travail, ça fait longtemps qu'on pointe un état de fragilisation mentale des individus dans les sociétés industrialisées de par ce culte de la performance. Rien de tel dans le sport de haut niveau parce que ce culte de la performance, ce culte de l'amélioration de soi est son essence même. Voilà. Alors, à l'autre bout du spectre, un peu comme en regard du sport de niveau, l'activité physique devenue leitmotiv, activité physique ordinaire, bon, qui néanmoins répond aujourd'hui à cette injonction, bouger. Bon. Alors, j'observe juste, et je ne veux pas faire trop long, mais j'observe juste que c'est une injonction pour les adultes, bouger, travailler assis sur un vélo, travailler en courant, sur un tapis, travailler assis sur un ballon de fitness, travailler en marchant, rien de tel pour les enfants. Dans le système scolaire, on est réduit à une immobilité qui est la même aujourd'hui que ce qu'elle était dans les années 1960. Donc là, il y a évidemment quelque chose qui est aussi à développer dans un autre contexte, mais qui est assez paradoxal. Donc la sportivisation des mœurs et des corps, c'est comment l'activité physique est rentrée dans nos têtes et dans nos corps, voilà, pour devenir
non pas seulement une valeur, mais aussi une injonction, voilà, et un critère aussi d'inclusion dans la société. Alors, je parlais tout à l'heure de produire son corps. Voilà. Ce fantasme peut s'illustrer dans ces pratiques qui souvent se déroulent devant une glace, devant un mur de miroir. On se regarde pratiquer le fitness. Bon, il y a évidemment une empreinte narcissique assez forte dans cette dimension-là. Et on observe son corps, on le met en scène sur les réseaux sociaux, en train de se fabriquer. Voilà. Et au fond, on en est responsable. C'est aussi l'idée. On est responsable aussi de son apparence. L'extrême de cette dimension, c'est le bodybuilding. J'emprunte à Jean-François Courtine le titre d'un très bel article, « Les stakhanovistes du narcissisme », qui étudiait l'émergence du bodybuilding aux États-Unis, la parenté du bodybuilding avec un mouvement de la chrétienté musculaire, c'est-à-dire cette espèce d'ascèse dans le narcissisme, dans l'observation de soi, dans le calcul au millimètre des effets produits sur son corps. Je parle ici de corps-prothèse parce que c'est ce que m'avaient dit un jour des psychanalystes dans un colloque, m'avaient dit « mais ça, c'est un corps prothèse, voilà, un corps qui fait médiation entre l'individu et le monde, de toute évidence. » Alors, dans ce néo-hygiénisme, la néo-culpabilité est évidemment très présente, dans le sens où cette espèce de triptyque qui avait été si bien décrit par Sartre opère complètement, c'est-à-dire de plus en plus libre, de plus en plus responsable et donc potentiellement de plus en plus coupable. Voilà. Si je suis responsable et de ma santé et de mon apparence, évidemment, je suis coupable de ce que ça ne fonctionne pas exactement comme je l'ai souhaité ou comme la société l'aurait souhaité. Il y avait un slogan très, très parlant à mes yeux qui était celui d'une campagne contre l'alcoolisme qui disait « Votre corps se souvient de tout ». Une espèce de renversement de l'idée de jugement dernier avec une accumulation de comportements qui, au final, établirait un bilan de ce que notre corps, de ce que notre conduite corporelle a été, avec une récompense ou une sanction à la fin. Cette culpabilité est très forte. Aujourd'hui, on voit fleurir énormément de livres sur comment j'ai généré ma maladie, pourquoi je suis tombée malade, voilà, etc., etc. Donc, ce processus d'appropriation subjective dont j'ai parlé tout à l'heure s'associe à une culpabilité, en tout cas potentielle, très forte dans cette dimension de contrôle du corps. Alors, quelques mots évidemment sur ce personnage exceptionnel évidemment, mais en même temps représentatif d'une tendance selon laquelle, dans beaucoup de sports, des catégories se créent au-delà de 60 ans, au-delà de 70 ans, au-delà de 80 ans, au-delà de 90 ans, de 100 ans, pour mesurer les records, organiser des compétitions, etc. Bon, à la fois, c'est exceptionnel, et puis en même temps, autrefois, ça n'existait pas. Voilà. Alors, on a un coureur cycliste français qui a battu un record du monde des plus de 100 ans. On voit bien que ce coureur, à l'écran, du fait de son âge, détient à peu près tous les records du monde de course à pied dans à peu près toutes les distances. Mais on observe aussi que dans certaines disciplines, le tennis, la gymnastique, des sports qui ne sont pas trop traumatiques sur le plan morphologique ou physiologique, de plus en plus, l'imaginaire du vieillir amène à ce que des personnes de 60, 70, 80, 90 ans voyagent, font du sport,
font de la compétition. Ça se traduit même sur l'apparence physique, hein, puisque si nous regardons l'autoportrait de Léonard de Vinci à 60 ans, il a l'air d'un centenaire, selon les standards actuels, vraiment d'un vieillard. Aujourd'hui, quelqu'un de 60 ans qui est en bonne santé, qui s'entretient, qui peut-être fait un peu de sport, mange sainement, etc., et a les moyens de le faire, n'a évidemment plus du tout l'air d'un vieillard, en tout cas pas ce vieillard qu'est Léonard de Vinci dans son autoportrait. Donc cet imaginaire du vieillir participe aussi de la mutation anthropologique dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, le sport de haut niveau interroge aujourd'hui, par l'apparition de ces athlètes très performants équipés de prothèses, interroge d'une part ce qu'on considère comme le handicap. Les personnes à l'écran ne se considèrent pas comme des personnes handicapées, en particulier Aimée Mullins, qui après avoir été athlète est mannequin et explique sur Internet dans beaucoup de vidéos qu'elle a une douzaine de paires de prothèses pour le mannequinat, pour le sport, que c'est son business, qu'elle n'est absolument pas une personne handicapée ni diminuée. Qu'est-ce que c'est qu'un corps naturel? Voilà. Évidemment, beaucoup de questions qu'on ne peut pas toutes développer ici, mais qui ont trait à la représentation du corps, à la nouvelle représentation du handicap et à la question de l'hybridation. Voilà. C'est aussi ça la question qui se pose ici. Alors, ces questions-là se posent au sein du sport, évidemment, en premier. Pourquoi en premier? Parce que très visible et très spectaculaire. Elle se pose ailleurs, elle se pose dans le milieu de l'armée, hein, où le travail avec des exosquelettes et les modifications sur le corps augmenté viennent d'être autorisées. Bon. Mais dans l'armée, c'est moins visible, c'est moins spectaculaire, c'est moins télévisé que le sport. Donc, on arrive à des questionnements, par exemple, sur l'écran en haut à gauche, Amélie Le Fur, qui est une coureuse paralympique française, multimédaillée, explique que le fait qu'elle ait une jambe naturelle est un frein pour elle par rapport à des coureuses qui auraient deux jambes artificielles, deux prothèses. Voilà. Le naturel devient presque déjà un frein à l'amélioration technique et à la performance. Alors, même ordre de questionnement ici, avec la question de l'hybridation. Finalement, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une prothèse pour être déjà hybridé? Est-ce que la manière dont nous constituons aujourd'hui nos identités, et en particulier les plus jeunes d'entre nous, à partir du téléphone portable, à partir des oreillettes, à partir de différents objets dont nous sommes absolument inséparables, est-ce que ça n'est pas déjà une forme d'hybridation? Et puis, ici, pour finir, un questionnement sur un autre type de performance. Les performances d'artistes interrogent aussi à la fois sur la production de son propre corps, être l'auteur, aussi sur la négation, parce qu'on le voit ici dans la performance de Stellark, notamment en haut de l'écran, où il est suspendu à des crochets pendant 7 jours qui sont plantés dans son corps. Il y a là une négation de la souffrance comme limite, et puis une dénaturation dans la volonté de finalement ne pas s'en tenir au corps naturel, mais réinventer, alors en se faisant greffer un troisième bras, en se faisant poser des artifices en silicone, par exemple, comme Orlan, pour créer des crêtes, des cornes sur son corps, une idée finalement de transgresser, de dépasser la nature du corps. Alors, une petite conclusion ici sous la forme de questions. Comment penser l'identité humaine aujourd'hui quand changent les références à l'entité corporelle?
Qu'est-ce que ça veut dire, changer les références à l'entité corporelle? Ben, ça veut dire que pendant très longtemps, cette entité corporelle, elle a été fermée. Et l'identité individuelle était quasi superposable à l'entité corporelle. Depuis déjà le 19e siècle, cette entité corporelle, elle est ouverte. Et aujourd'hui, les organes sont interchangeables, sont greffables, on peut introduire des artifices, des matériaux artificiels dans le corps humain. L'entité corporelle est ouverte et donc se pose la question des contours de ce qui demeure un être humain dans ce contexte. Et donc on pense à cette occasion au paradoxe du bateau de Thésée, qui est donc raconté par Plutarque. Thésée a un bateau, il veut le réparer, il en change toutes les pièces. Une fois qu'il en a changé toutes les pièces, est-ce que ce bateau est toujours le bateau de Thésée ou est-ce que c'est un autre bateau? Voilà. Est-ce qu'on va parvenir à un tel niveau d'interchangeabilité des organes humains et de l'homme augmenté qu'on pourra se retrouver dans cette situation de ne plus savoir exactement où se situe l'identité humaine. Et donc, à l'apoptose biologique que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire la mort programmée des cellules qui nous maintient en vie par ailleurs, qui est comparable à la chute des feuilles, eh bien, pourrait se superposer une apoptose technique ou technologique, c'est-à-dire une caducité programmée des organes ou des objets techniques qui composent le corps. Donc, voilà un ensemble de questionnements. Pour ma part, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. J'étais un petit peu longue. Voilà. Et donc, je peux répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup pour une sorte d'épopée et en même temps on arrive aux questions extrêmement contemporaines. Je pense que ça touche tout le monde, ces problèmes de distinction entre corps naturel, corps prosthétique. Alors j'étais frappé parce qu'en fait, bon, vous faites une analyse très, très précise et vous n'intervenez pas vraiment moralement pour dire bon voilà, mais c'est bon, parce que ça fait une attitude effectivement de philosophe qui essaye de comprendre ce qui se joue sans forcément juger, mais malgré tout, on a envie, enfin moi j'ai envie de savoir aussi quel est votre positionnement, d'autant plus que vous avez vécu personnellement ce que c'est que la performance, puisque vous avez été dans la haute compétition. Donc, j'aimerais savoir finalement pour vous si vous considérez on peut parler encore de corps naturel et qu'il faut peut-être préserver un corps naturel, ou bien si effectivement ce que vous avez montré à la fois du côté du sport mais aussi du handicap, finalement les prothèses ou le corps prosthétique, ça m'a fait penser d'ailleurs à, bon c'est déjà assez loin, mais bon, au fameux Cyborg Manifesto de Donna Haraway. C'est cette idée qu'effectivement, voilà, on assume l'artifice et qu'il n'y a pas de corps naturel. Alors, j'aimerais savoir ce qui, à la fois à vous, à partir de votre expérience de sportif, de haut niveau, et à partir aussi de votre réflexion philosophique, si vous considérez que voilà, il faut maintenir quand même l'idée d'un corps naturel. Alors, je ne poserai pas la limite morale à Oui, partir de l'idée de corps naturel, parce que je crois que le corps naturel, il est excessivement difficile à définir. d'accord. Et je ne sais même pas s'il a déjà existé, parce que dès lors qu'on est dans un contexte historique, alimentaire, pédagogique, climatique, le corps, il subit des effets de culture, au fond, immédiats, Oui. dès la naissance, dès les apprentissages, dans Mhm. ce qu'on mange, dans les interactions avec le milieu. Voilà, est-ce qu'une diététique poussée, très poussée, c'est-à-dire pesée au gramme près, comme dans certains sports, est-ce que c'est encore quelque chose de naturel? Bon, Mhm. je trouve ce terme très, très encombrant en réalité pour poser la limite morale. Par contre, la limite morale, elle peut être posée d'autres points de vue. Par exemple, concernant le dopage, elle peut être posée du point de vue éducatif, voilà, par des questions toutes simples. On peut théoriser sur beaucoup de choses et parler un peu dans l'abstrait. Et puis un jour, on se dit, est-ce que j'ai envie que mon enfant de 12 ans prenne des produits dopants pour s'améliorer dans sa pratique? Et là, on est tout de suite confronté à du concret. Voilà.
On peut très bien théoriser sur le dopage. Je ne fais pas partie des gens qui pensent que la légalisation du dopage passerait sans dommage et que ça peut-être même améliorerait les choses. Je ne fais pas partie de ces gens-là parce que d'abord, ça n'est pas avéré sur le plan médical et ensuite, sur le plan pédagogique, il y a quand même dans les structures du sport de haut niveau, je pense par exemple en France à l'INSEP, il y a quand même des gens qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans. Ce n'est pas du tout la même chose de parler de ces gens-là, de ces catégories-là, que de parler des gens qui ont déjà 20 ans, 25 ans. Voilà. Là, il y a quand même une responsabilité morale importante. Dans la question des prothèses, ce qui pourrait poindre au moment où les sportifs équipés de prothèses commenceraient à battre les records des valides, c'est la tentation folle que des sportifs se mutilent pour bénéficier des artifices techniques. Là encore, il y a une limite morale qui me semble infranchissable. Enfin, il y a quelque chose d'éthique à vouloir empêcher que des gens jeunes et sains veuillent se mutiler pour bénéficier de... Voilà. Alors, on peut avoir ces choses-là en perspective, même si encore aujourd'hui, c'est quand même de la science-fiction. On peut les avoir en perspective. On peut considérer que ça s'inscrit dans une forme de continuité historique et philosophique, celle de l'amélioration de l'humain, mais pour autant, on peut quand même poser des limites morales à ces pratiques-là. Voilà. En tout cas, c'est mon point de vue. Merci. Alors sur la question, quand je reviens sur la question du handicap, parce que vous nous avez montré là effectivement des personnes qui avaient un handicap et qui, donc par des prothèses, se retrouvent en situation de grande performance. Mais au fond, ce handicap, on le voit à travers ici, voilà, soit la beauté physique ou la performance sportive. Mais au fond, est-ce que il n'y a pas eu dans la réflexion récente sur les disabilities ou other abilities, sur cette idée que c'est pas un handicap, mais c'est une autre capacité, ce sont d'autres rapports au monde. Est-ce que justement, il n'y a pas une possibilité d'échapper à ce schéma du dépassement de soi, de la performance, par justement la considération de ce qu'on appelait ou ce qu'on appelle encore le handicap, mais qui pourrait être considéré justement comme d'autres rapports au monde, sans nier évidemment la souffrance, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas d'être irénique comme ça, mais en tout cas de penser qu'il y a d'autres manières d'être du corps que simplement la mesure quantitative des capacités, quoi. Donc, en fait, vous avez raison, il y a deux choses. Il y a la considération sociale du handicap qui a beaucoup changé ces dernières décennies, c'est-à-dire qu'on est passé d'une considération qu'on appelle défectologique, comme quoi il y avait Oui. vraiment un amoindrissement de l'être dans son ensemble au travers du handicap, à une considération environnementale, on va dire, de la situation de handicap. D'ailleurs, on ne parle plus simplement de handicap, mais de situation de handicap, c'est-à-dire qu'on est handicapé parce que situé dans un contexte qui ne fournit pas les accessibilités permettant de fonctionner comme on le pourrait. Bon. Dans ce contexte d'évolution des concepts, de la même manière qu'on est passé de intégration à inclusion, etc., se sont développées effectivement des perspectives du vivre autrement. Voilà, tout à fait. Ce que nous montrent, c'est le deuxième aspect, ce que nous montrent ces athlètes, c'est quelque chose qui n'était jamais apparu sous cette forme, c'est-à-dire le fait d'être handicapé et handicapé depuis longtemps, parce que les deux ont eu le même handicap à la naissance. Hein, ce sont deux personnes qui sont nées sans péroné. Voilà. Donc, ils ont été opérés à l'âge de la marche, à 11 mois, équipés de prothèses. Bon. Ces personnes-là illustrent au travers des marques de mode, sont des égéries de marques de mode, bon, plus Pistorius parce que maintenant il est en prison, mais illustrent en réalité quelque chose de désirable.
alors, la performance, bien sûr, sportive pour Pistorius, mais quelque chose de désirable. Et ça, c'est quelque chose qui n'était jamais apparu sous cette forme-là. Alors, certes, ça peut être caricatural, certes, c'est réservé à certains, certes, la vision de la performance ou des supercrips, comme on dit, c'est quelque chose qui est finalement assez limitatif. Néanmoins, ça a opéré un renversement. Voilà. Ça a opéré un renversement qui fait qu'aujourd'hui, il y a il y a des sociétés mannequins qui sont des mannequins en situation de handicap. Voilà, il y a une forme d'interrogation sur la beauté, la normalité, la performance, etc., qui a été en quelque sorte accélérée par ces personnalités-là. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'elles balayent par leur action tous les champs, évidemment, de considération du handicap. Bien sûr. Une dernière question, Isabelle, c'est sur les transformations du corps. Est-ce que vous inscririez toute la réflexion et aussi les démarches de transition, de genre dans cette, dans cette évolution par rapport à votre schéma anthropologique et vos considérations? Est-ce que vous diriez que le changement de sexe ou le changement de genre, voilà, comment vous les intégrez dans votre approche de ce dépassement du corps? C'est l'effet d'une libération, Mhm. indéniablement, en tout cas d'une libération en cours, parce qu'elle n'est pas complètement aboutie. C'est un processus de libération des identités qui va avec la société dans laquelle on est, qui va d'ailleurs probablement avec cet effet d'individualisme aussi hein, qu'on a connu depuis maintenant plusieurs décennies, c'est-à-dire qu'on veut se réaliser en tant qu'individu. Donc ce processus de libération, il s'inscrit là-dedans également. Là où on voit que le sport est encore, par certains côtés, une activité du 19e siècle, c'est que ces catégories compétitives sont des anciennes catégories, en réalité, hein, qui retranscrivent le dominant, le dominé, le masculin, le féminin, le valide, le handicapé. Et ce qui est intéressant, c'est que autant dans le domaine du handicap que dans le domaine du genre, on voit que la société, là, est en train d'aller plus vite que ne va le sport, de le dépasser complètement et d'introduire des questionnements qui butent sur les catégories sportives. Parce que la question du handicap, elle s'est posée à un moment donné pour Pistorius, qu'on savait mettre dans aucune catégorie finalement ni valide ni handicapé de par l'avantage de ces prothèses. Et la question du genre, elle se pose aussi au travers de Caster-Semenya, dont on ne sait pas finalement dans quelle catégorie la placer, du fait de ses supposés avantages naturels. Bon. Là où les choses sont évidemment très complexes, c'est que on interroge et on pénalise en quelque sorte les avantages naturels de Caster-Semenya, et on n'imagine même pas le faire dans le cas des avantages naturels qui seraient le patrimoine génétique du Usain Bolt ou d'un autre. Voyez. Donc, il y Absolument. a encore quelque chose là qui vient buter sur les représentations hommes-femmes et qui est un peu gênant quand même. Merci beaucoup, Isabelle. On voit vraiment que ces réflexions, et notamment à travers le sport, sont fondamentales. Et comme vous dites, voilà, rejaillissent sur les questionnements sociaux, éthiques. Et ça, c'était tout à fait lumineux dans ce que vous avez présenté. Merci et puis Merci, à bientôt. à bientôt, au revoir.